J'étais assise à mon bureau, comme tous les mardis matins, à passer en revue des portefeuilles d'investissement, quand mon téléphone a soudainement affiché un numéro inconnu. En général, je laisse ce genre d'appel filer sur la messagerie, vocale, tellement on est envahi de spam, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être un pressentiment ou juste un hasard. Quoi qu'il en soit, cet appel a suffi à faire vaciller le monde soigneusement construit que j'avais autour de moi. « Allô ?» ai-je répondu, le regard toujours rivé sur les chiffres à l'écran. Le bureau autour de moi était calme. On entendait juste le ronronnement discret de la climatisation et le cliquetis lointain des claviers. « Camille ?» La voix à l'autre bout de la ligne était hésitante, familière d'une manière qui m'a crispé l'estomac. « C'est ta mère. » Mes doigts se sont figés au-dessus du clavier. 12 ans que je n'avais pas entendu cette voix, ni parlé à aucun d'eux, ni à ma mère, ni à mon père, ni à ma sœur Chloé. 12 ans passés à bâtir ma propre vie, mon propre succès, loin de leur favoritisme toxique. J'ai jeté un coup d'œil à la porte de mon bureau, reconnaissante de l'avoir fermée. « Qu'est-ce que tu veux ?» Ma voix est sortie plus dure que je ne l'avais imaginé, mais c'était peut-être exactement comme je le voulais. Ma main libre s'est refermée en poing sur la table. Il y a eu un silence, puis une inspiration profonde. « Ton père est très malade, Camille. Les médecins disent qu'il n'en a plus pour longtemps. » Sa voix s'est brisée légèrement. « Nous voulons que tu rentres pour faire la paix, pour lui dire adieu. » Je suis restée là, à fixer l'œuvre d'art moderne accrochée au mur, celle que j'avais achetée l'année précédente, juste parce que j'en avais les moyens. Un grand silence s'est installé, pareil à un élastique sur le point de se rompre. Dehors, la vie continuait. Les passants, les voitures, le monde qui tournait, mais dans mon bureau, le temps s'était comme arrêté. Je vais y réfléchir. Ai-je fini par lâcher, avant de raccrocher, avant qu'elle ne tente de me culpabiliser ou de me manipuler, ou quoi que ce soit d'autre. Longtemps, je suis restée immobile, mon café refroidissant à côté de moi, alors que des souvenirs affluaient malgré tous mes efforts pour les tenir à distance, comme si un barrage cédait. Je me suis revue dans chaque instant qui avait mené à ce jour, tous les affronts, toutes les trahisons, chaque moment où l'on m'avait préféré Chloé. J'étais toujours celle sur qui on comptait, la responsable, l'indépendante. Je n'avais pas vraiment eu le choix. Dès la naissance de Chloé, 2 ans après moi, il était clair qui était la préférée. À chaque anniversaire, à chaque Noël, même dans la vie de tous les jours, c'était le même schéma. Chloé avait les jouets neufs, les jolies robes, les grosses parts de dessert. Moi, je récupérais les affaires usées, les cadeaux pratiques et la ribambelle de leçons sur le fait que j'étais l'aînée et que je devais montrer l'exemple. En CE2, quand Chloé a voulu mes nouveaux crayons de couleur, maman m'a ordonné de les partager. « Tu sais bien comme ta sœur est sensible », disait-elle pendant que Chloé me lançait derrière son dos un regard satisfait. Quand elle a balancé mon livre préféré dans la piscine lors d'une de ses crises, papa s'est contenté de soupirer. « Ce sont des accidents, ça arrive », avant de lui payer une glace pour qu'elle se calme. Personne ne m'a racheté ce livre, alors que je l'adorais, et le lisais sous la couette, à la lampe de poche. Quand Chloé avait de bonnes notes, ils organisèrent des petites fêtes. Regarde comme notre petite est brillante, tandis que je restais dans un coin avec mes notes exemplaires, qui, elles, étaient juste considérées comme normales, parce qu'on attendait ça de moi. Dès que je réussissais mieux qu'elle, ils disaient « C'est normal, Camille, tu es plus âgée, tu dois montrer l'exemple. » J'ai vite compris que si je voulais quelque chose, il me faudrait l'obtenir seule. À 16 ans, j'ai commencé à travailler après les cours au café de Roland. La gérante, Sarah, est vite devenue une mentor, plus proche de moi que ne l'avait jamais été ma mère. Elle m'a appris la responsabilité, l'importance d'économiser et de m'imposer. Je mettais chaque pièce de côté, rêvant du jour où je quitterais enfin cette maison pour construire ma vie. L'incident du téléphone a vraiment scellé la prise de conscience de ce favoritisme. J'avais économisé pendant des mois pour m'acheter un smartphone basique à 100 €, gagné euro après euro grâce au pourboire. Le jour où je l'ai ramené, Chloé a piqué une crise.
J'en veux un aussi, a-t-elle hurlé en essayant de l'attraper. Camille, t'es tellement égoïste. Non, ai-je répliqué en serrant le téléphone contre moi. Je l'ai payé avec mon propre argent. Tu peux faire la même chose. Tu peux travailler comme moi. Maman, a hurlé Chloé le visage rouge. Papa, Camille est méchante. Ils ont accouru, évidemment, comme toujours avec Chloé. Maman depuis la cuisine, papa quittant son bureau, visiblement bouleversé que leur bébé soit en colère. Camille, a grondé mon père avec cette expression de déception. Dont il était coutumier, pourquoi es-tu si égoïste? Ta sœur veut juste regarder ton téléphone. Parce que c'est le mien, ai-je répondu, la voix tremblante de colère et de tristesse. Je l'ai gagné, chaque euro, en travaillant. Tu devrais aimer ta sœur, a lancé ma mère, appuyant son regard accusateur. Comment peux-tu être si cruel? On t'a mieux éduqué que ça. Je les ai regardés, vraiment regardés, et un déclic s'est produit. Ce n'était pas normal, pas juste, pas de l'amour. J'ai senti que je n'avais plus envie de faire semblant. Je l'aime, ai-je dit d'une voix posée. Mais ça ne veut pas dire que je dois tout lui céder. Puis je suis montée dans ma chambre. J'ai claqué la porte et ignoré leurs appels ainsi que les jérémiades de Chloé, sachant qu'elles se transformeraient vite en une nouvelle exigence. Ce soir-là, j'ai commencé à regarder les universités dans d'autres régions de France, rêvant de m'échapper. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur et tapé « Dossier de candidature ». Je me souviens du jour où j'ai reçu la réponse positive, comme si c'était hier. J'avais 18 ans. Je venais de finir le lycée. Et mes mains tremblaient, en ouvrant la lettre d'acceptation d'une grande formation en gestion de patrimoine dans le Sud. Sarah me regardait de derrière le comptoir du café, sachant que ce moment comptait beaucoup pour moi. « Je suis prise », ai-je murmuré, avant de le répéter plus fort. « Je suis prise ». Sarah m'a serrée dans ses bras. « Je n'ai jamais douté de toi une seconde, ma grande. » La lettre offrait une bourse partielle, mieux que tout ce que j'avais espéré. J'allais avoir besoin d'environ 30 000 € pour couvrir le reste des frais. Ça ne devait pas être un problème, car je savais que papy avait mis de côté une somme avant sa mort, en spécifiant clairement que c'était pour l'éducation de ses 2 petites filles. J'avais assisté à la scène, le jour où il avait dit à mes parents « Assurez-vous que ces 2 filles fassent de bonnes études, c'est pour ça que j'ai laissé cet argent. » J'ai roulé jusqu'à la maison, le cœur plein d'espoir. Peut-être que ce serait enfin le moment où il serait fier de moi, qu'il me verrait vraiment. Je les ai trouvés au salon, maman et papa devant la télé, Chloé vautrée sur le canapé, scotchée à son téléphone. J'ai été acceptée, ai-je annoncé, brandissant la lettre, dans la formation de gestion de patrimoine. Il m'accorde même une bourse, partielle. Maman a baissé le volume de la télé. Papa s'est redressé. Chloé n'a même pas levé les yeux de son écran. « C'est bien, ma chérie », a fait maman d'une voix déjà peu enthousiaste, ce qui m'a mis la boule au ventre. Mais c'est loin le Sud, non? C'est exactement le programme que je veux suivre, ai-je expliqué, et avec l'argent que papy nous a laissé pour les études. À propos de ça, m'a coupé papa, la gorge un peu serrée, on n'a plus cet argent. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Comment ça, vous ne l'avez plus? Papy l'a laissé pour notre éducation, à toutes les 2. Eh bien, maman lissait nerveusement sa jupe. On a dû prendre certaines décisions, des opportunités d'investissement se sont présentées, et puis... Et qu'en est-il du budget pour les études de Chloé? Ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Je voyais leur gêne, leur regard fuyant. Papa a même ricané. « Ne t'inquiète pas pour ta sœur, on a tout prévu. » « Donc vous avez dépensé ma part ?» ai-je enchaîné, la voix qui montait. « Cet argent que papy voulait pour mes études ? Ne sois pas dramatique, » a soupiré maman. « Tu te débrouilles toujours, toi. Tu trouveras bien une solution. » J'ai regardé autour de moi. Les bijoux coûteux de maman, les clubs de golf flambant neufs de papa, les vêtements de marque de Chloé, son dernier smartphone. « Vous êtes en train de me dire, ai-je martelé,
Que vous avez dépensé l'argent que papy avait réservé pour moi, juste pour vous faire plaisir ? Fais attention à ton ton, a grondé papa. Non, ai-je hurlé. Je ne ferai pas attention à mon ton. C'est injuste. Papy voulait qu'on ait toutes les deux la possibilité de faire des études. Sors, a répliqué maman d'une voix cinglante. Sors tant que tu ne peux pas nous parler correctement. J'ai quitté la maison en claquant la porte, le cœur en miettes. J'ai roulé jusqu'au café, la vue brouillée par les larmes. Puis, j'ai fait mon service comme un automate. Le lendemain, après mon service du matin, je suis rentrée et ma clé ne tournait plus dans la serrure. J'ai essayé plusieurs fois, sans succès. C'est là que j'ai vu mes vieilles valises posées devant la porte, remplies de mes vêtements, certains pliés n'importe comment, d'autres jetés en vrac. « Maman !» ai-je crié en frappant. « Papa !» « Tu n'es plus la bienvenue. Ici !» a lancé maman de l'autre côté de la porte. « On ne tolérera pas un tel manque de respect dans cette maison. » « Vous êtes sérieux ? » J'étais sidérée. « Vous me mettez à la porte parce que j'étais en colère que vous ayez volé mon argent pour la fac ? » « Ne sois pas mélodramatique, » a soupiré maman. « Tu es majeure. C'est à toi de trouver ta voie. » J'ai regardé ses valises, essayant de ne pas pleurer, tandis que les voitures passaient dans la rue, comme si de rien n'était, comme si mes parents ne venaient pas de me jeter dehors. « Et Chloé ?» ai-je demandé d'une voix brisée. « Vous lui feriez la même chose ?» Aucun son n'est sorti. Juste le silence. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai appelé ma tante Rachel, la sœur de maman. Elle a décroché au deuxième appel. « Oh, Camille, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai tout raconté. L'acceptation à la formation, l'argent de papy, la porte fermée, tout ça entre deux sanglots. « Ne bouge pas, » a-t-elle ordonné. « Ton oncle Marc et moi, on arrive. » 3 quarts d'heure plus tard, ils étaient là. Mon oncle a chargé mes valises dans le coffre. Ma tante m'a prise dans ses bras. « Je suis désolée, ma chérie, » a-t-elle murmuré. C'est révoltant. Le soir même, dans leur chambre d'amis, tante Rachel et oncle Marc sont entrés avec un chèque. « On veut t'aider à payer tes études, » a dit ma tante. « C'est pas énorme, mais c'est ce qu'on peut faire. Je vous rembourserai, ai-je promis en sanglotant, chaque centime. »« On le sait, » a fait oncle Marc en souriant. « Contrairement à d'autres, on sait exactement qui tu es et de quoi tu es capable. » J'ai baissé les yeux vers le chèque. 30 000 €, assez pour couvrir le reste de mes frais une fois la bourse déduite. Assez pour changer mon destin. Les 12 années qui ont suivi ont ressemblé à un rêve. Un rêve que je me suis forgé toute seule. Les études étaient exigeantes mais passionnantes. Je bossais sans relâche, suivant les cours le jour, travaillant à mi-temps au service financier de l'université pour payer mon logement. Chaque semestre, j'étais sur la liste des meilleurs étudiants. Chaque été, je décrochais des stages prestigieux et chaque mois, je mettais de l'argent de côté pour rembourser ma tante et mon oncle. Pendant ces 4 ans, ni mes parents ni Chloé ne m'ont appelé. Parfois, je me demandais ce qu'ils devenaient, puis je me rappelais les valises devant la porte et je me concentrais à nouveau sur mon avenir. 2 mois avant la fin de ma formation, j'ai reçu ma première offre d'emploi. Un poste junior dans une grande société d'investissement, Lefebvre Investissement. Le salaire de départ dépassait mes espérances. Le jour où j'ai signé le contrat, j'ai appelé tante Rachel. « Ça y est », ai-je dit la voix tremblante d'émotion. « Ils veulent que je commence juste après la remise de diplôme. »« Bien sûr », a-t-elle répondu, et j'entendais la fierté dans son timbre. « Tu es exceptionnelle, Camille. Tu l'as toujours été. Je suis restée dans la même ville pour le travail. D'abord dans un minuscule studio qui ne contenait guère plus qu'un lit et un bureau. Mais je m'en fichais. C'était chez moi. Je me levais à 5 heures, allais courir, et j'arrivais au bureau à 7h30. Je restais tard, apprenant tout ce que je pouvais auprès de mes collègues. Ma supérieure, Catherine, m'a vite prise sous son aile. « Tu as quelque chose de spécial », et m'a-t-elle confié un soir où on préparait un dossier pour un client important. De l'ambition mais pas de l'obsession, de la détermination mais sans imprudence.
On a besoin de gens comme toi. Au bout de 3 ans, je suis devenue analyste senior, puis, 2 ans plus tard, gestionnaire de portefeuille. Mon salaire a doublé, puis triplé. J'ai quitté mon studio pour un appartement luxueux avec vue panoramique. Et je me suis offert ma première voiture neuve, une berline noire de chez Peugeot, dont j'admirais les reflets dès que je la garais. J'ai remboursé mes dettes à tante Rachel et oncle Marc, qui ont d'abord refusé l'argent. « On ne t'a pas aidé pour que tu nous rendes quoi que ce soit », m'a dit ma tante. « Je le sais », ai-je répondu, « mais je tiens mes promesses. J'ai voyagé. Paris, Tokyo, Sydney, postant des photos d'un coucher de soleil à Santorin ou de cimes enneigées en Suisse. Je n'ai jamais bloqué ma famille sur les réseaux sociaux, mais je n'allais pas regarder leur profil non plus. Libre à eux de voir ce que j'étais devenue. Moi, j'avais tourné la page jusqu'à cet appel anonyme, 12 ans plus tard, qui a tout fait remonter. La semaine qui a suivi, je me suis retrouvée à reprendre la route de mon ancienne ville. Tout me paraissait plus petit, moins important. J'ai garé ma Peugeot devant la maison parentale, ajusté mes lunettes de soleil Dior dans le rétroviseur. La façade n'avait pas changé. Les mêmes volets bleus, la même balançoire en bois sur la terrasse. Mais en y regardant de plus près, je voyais la peinture écaillée, les gouttières mal fixées, des signes de négligence. Ma mère est sortie avant même que je frappe. Ses cheveux grisonnaient, ses traits étaient plus marqués. « Camille » a-t-elle soufflé en ouvrant les bras, mais je n'ai pas répondu à son étreinte. « Tu as l'air si épanouie. »« Où est papa ?» ai-je demandé en la dépassant pour rentrer dans la maison. L'odeur était la même, les bougies à la vanille de maman mêlées à l'odeur de café de papa. « Dans le salon » a-t-elle dit précipitamment. « Il a un meilleur jour. Aujourd'hui. » Je n'étais pas préparée à la façon dont mon père avait changé. Cet homme qui semblait jadis si imposant, si autoritaire, était affaissé dans un vieux fauteuil, pâle et amaigri. Pourtant, en m'apercevant, son regard s'est illuminé, me rappelant celui qu'il avait autrefois. « Camille » a-t-il dit d'une voix affaiblie, mais encore empreinte de gravité. « Tu es venue. »« Oui » ai-je répondu, en m'asseyant sur la chaise en face de lui. « Tu n'as pas l'air en forme. » Il a ri, puis s'est mis à tousser. « Tu as toujours été direct, hein ? Oui, j'ai un cancer. Selon les médecins, il me reste peut-être quelques mois, voire moins. » Maman restait derrière, se tordant les mains. « J'ai préparé ta chambre comme avant. Tu verras, rien n'a changé. » J'ai failli éclater de rire. Plus rien n'était comme avant. Il s'était chargé de tout détruire, 12 ans plus tôt. « Et Chloé ?» ai-je demandé, remarquant son absence. « Oh, elle est sortie, avec des amis, » a répondu maman. « Mais elle sera là pour dîner. Elle est si contente de te revoir. » J'en doutais, mais j'ai hoché la tête. Nous avons discuté de choses sans importance. Mon travail, mon appartement, ma voiture. Je répondais brièvement, poliment, guettant leurs échanges de regards quand ils pensaient que je ne les voyais pas. Ce soir-là, Chloé a fini par rentrer. Elle portait des vêtements de marque qui semblaient flambant neufs. Elle avait pris un peu de poids, mais restait jolie, toujours ce même air d'enfant gâté. « Camille » a-t-elle chanté, comme si nous étions des meilleurs amis séparés depuis 1 semaine. Oh, c'est une montre Cartier. Elle est magnifique. Le dîner a été étrange. Maman avait cuisiné tous mes plats préférés d'enfance, comme si ça pouvait combler le gouffre de ces 12 années. Papa a picoré sans appétit. Chloé n'a parlé que d'elle, de ses amis, de son projet de blog, Lifestyle. C'est alors que papa a soudain posé sa fourchette et nous a regardés d'un air solennel. « Camille, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. » J'ai tout de suite senti la tension. Maman s'est raidie. Chloé a échangé un regard, nerveux avec eux. J'ai compris que ce qu'ils voulaient n'allait pas me plaire. « De quoi s'agit-il » ai-je demandé déjà méfiante. Papa s'est penché en avant, le visage sérieux. « Je veux que tu me fasses une promesse, un souhait d'homme mourant, si on veut. » Je suis restée muette, le cœur battant. «
Après mon départ, a-t-il poursuivi, je veux être sûre que Chloé ne manquera de rien, qu'elle pourra garder son niveau de vie. Tu es très bien placé pour veiller à ça. Un silence de plomb s'est installé, à peine troublé par le tic-tac de l'horloge et le ronron du frigo. Même mes battements de cœur me semblaient bruyants. « Tu veux que je fasse quoi ?» ai-je articulé, la voix glaciale. « Que tu prennes soin de ta sœur, » a enchaîné maman, notamment financièrement. « Tu as largement les moyens, Camille, et... » J'ai repoussé ma chaise, qui a raclé le sol. « Si je comprends bien, vous m'avez appelé après 12 ans de silence pour me demander de subvenir aux besoins de votre fille chérie, une adulte parfaitement capable de travailler. Camille, voyons. » Maman me suppliait presque du regard. « Ne dramatisons pas. » « Ne dramatisons pas » ai-je ricané sans humour. « Vous m'avez jeté dehors, vous avez dépensé l'argent de papy prévu pour mes études, et maintenant vous me demandez de payer pour Chloé ? C'est pas juste, est intervenue ma sœur en faisant la moue. T'as plein d'argent et tu refuses de partager. T'as toujours été égoïste. Je l'ai dévisagée, elle. Ses vêtements hors de prix, ses bijoux, ses ongles impeccablement manucurés, tout payé par mes parents alors qu'elle avait déjà 28 ans. Qu'est-ce que t'as fait ces 12 dernières années ? Chloé ? Ai-je demandé. Pendant que je bossais 60 heures par semaine ? Je cherchais ma voie ? A-t-elle rétorqué vexée. On n'a pas tous envie d'être esclaves d'une boîte. Tu cherchais ta voie avec l'argent de maman et papa, ai-je constaté. Et maintenant que papa est malade et qu'il n'y aura plus personne pour te couvrir tes dépenses, tu paniques, c'est ça ? Ne parle pas comme ça à ta sœur, a hurlé maman. Tu sais qu'elle est sensible. Elle a surtout besoin de grandir, ai-je répliqué en haussant le ton. De trouver un job et de s'assumer. Papa a frappé du poing sur la table, mais il était trop affaibli pour que ce geste me fasse trembler comme autrefois. Ça suffit, je suis en train de mourir, Camille, et j'aimerais que ma dernière volonté, à savoir le bien-être de ma plus jeune fille, soit respectée. Et ta fille aînée, papa ? Ai-je murmuré. Tu as jamais voulu prendre soin d'elle ? Le silence a été assourdissant. J'ai attrapé mon sac. Je m'en vais. Tout ça, c'était une erreur. Camille, attends, a supplié maman en me suivant jusqu'à la porte. Réfléchis à ce que tu fais. C'est la dernière volonté de ton père. J'aiderai pour ses frais médicaux s'il en a besoin, ai-je dit d'un ton tranchant. Mais je ne paierai pas pour Chloé. Jamais. J'ai quitté la maison, sourde aux appels de maman et aux sanglots théâtraux de Chloé. Quelques rues plus loin, j'ai garé la voiture et appelé ma tante. « Ils veulent que je paie pour Chloé », me suis-je exclamé, encore sous le choc. « Tu t'en doutais, non ?» a soupiré tante Rachel. « Ta sœur n'a jamais travaillé et tes parents l'ont toujours encouragée à se faire entretenir. » Les 2 jours suivants, j'ai reçu une avalanche de messages et d'appels furieux de maman et Chloé, m'accusant de tous les torts. « Tu vas tuer ton père avec ton égoïsme. » Tapais maman. « Tu as toujours été jalouse de moi », écrivait Chloé. J'ai tout conservé, sans répondre. Une petite voix me disait que ça pourrait me servir. Quand maman a rappelé, j'ai lancé l'enregistrement sur mon téléphone avant de décrocher. « Comment peux-tu être aussi froide, aussi égoïste ? Ta sœur a besoin de toi !» hurlait-elle. « Je suis prête à aider papa », ai-je répété calmement. « Mais Chloé est une adulte, c'est à elle de se prendre en main. »« Tu ne mérites pas ta sœur », a craché maman. « On n'aurait jamais dû te contacter. » J'ai raccroché, puis j'ai surfé sur le profil de ma mère sur les réseaux. Elle avait posté un long message sur sa fille ingrate, qui refusait d'aider son père mourant. Les commentaires de certains proches m'accablaient, me jugeaient sans savoir. Là, j'ai craqué et j'ai fait mon propre post, avec les captures d'écran de leurs textos et l'enregistrement de l'appel. J'ai tout raconté. L'enfance, le favoritisme, l'argent de papy dépensé pour autre chose, le jour où j'ai trouvé mes affaires dans des valises sur le perron, et enfin leur demande de m'occuper financièrement de Chloé. Les réactions ont été immédiates et massives, et cette fois, c'est mes parents qui ont écopé de tous les reproches. Même les proches les plus compatissants envers eux n'arrivaient pas à justifier ce qu'ils me demandaient.
3 mois plus tard, tante Rachel m'a appris que papa était décédé. Maman ne m'avait pas conviée aux funérailles, ultime vengeance mesquine. J'ai envoyé une grande gerbe de fleurs avec une simple carte. Au revoir, papa. Ça remonte à 3 mois. D'après tante Rachel, maman galère désormais à garder le même train de vie avec l'héritage que papa lui a laissé, et Chloé est furieuse de ne plus pouvoir faire du shopping ou manger au restaurant comme avant. Parfois je me demande s'ils ont tiré la moindre leçon de cette histoire. Il y a une semaine, j'ai reçu un nouveau coup de fil inconnu. Cette fois, j'ai laissé filer sur la messagerie. C'était Chloé. « Dis, tu pourrais reconsidérer ta position ? Tu pourrais m'aider, juste le temps que je me retourne. » J'ai effacé son message sans hésiter. Aujourd'hui, je suis dans mon bureau, à regarder la vie que je me suis construite, et je suis en paix avec mes décisions. Je regrette de ne pas avoir pu me réconcilier réellement avec papa, mais je ne regrette pas d'avoir tenu bon. Certains diront que je suis dure, rancunière, mais j'ai compris depuis longtemps que mettre des limites saines n'a rien à voir avec la cruauté. Un regard vers la photo sur mon bureau. Moi, tante Rachel et oncle Marc, à mon dernier anniversaire. C'est eux, ma vraie famille, ceux qui m'ont soutenue, encouragée, aimée sans condition. On dit que le sang est plus épais que l'eau, mais l'amour, lui, est plus fort que le sang. L'amour ne s'achète pas et ne se marchande pas. Mon téléphone vibre. Un message de tante Rachel qui me demande si je viens toujours dîner. Dimanche. Je souris et réponds un rapide. Bien sûr, je ne raterai ça pour rien au monde. Certains ponts méritent de brûler, d'autres se renforcent avec le temps. J'ai appris à faire la différence.